Bon, aujourd'hui on va parler d'une franchise qui atteint presque les 100 ans de carrière et qui dure encore aujourd'hui, mais je prends pas trop de risques en disant que la plupart d'entre vous ne savent pas c'est quoi Dick Tracy. Dans ce cas, on va faire un petit cours d'histoire sur la bande dessinée originale, le film homonyme, les raisons de son flop et les films de comics sortis à la même époque. Mais d'abord, je sors la DeLorean et on retourne en 1931. A la base, Dick Tracy, c'est un comic strip écrit par Chester Gould, et cette année-là, c'est la première fois qu'il fait son apparition dans un journal de Détroit. D'ailleurs, ce bon vieux Chester a continué à écrire la série jusqu'en 1977. Très ancré dans la culture américaine, Dick Tracy s'inspirait de la violence des années 30 à Chicago, notamment de la mafia, et parodiait souvent de nombreux aspects de la pop culture. Le truc qui saute aux yeux, c'est les méchants, souvent déformés avec des caractéristiques physiques hyper exagérées, tout droit sortis d'un jeu Crash Bandicoot. C'est même l'aspect le plus populaire de la BD, Big Boy Caprice, Flat Top, bref. Mais la BD n'est pas juste une histoire de détective un peu random comme ça. Non, car à la même époque, c'était le prime du film noir au cinéma. Du coup, la BD reprend les mêmes codes. Les personnages avaient une continuité, on les voyait évoluer à travers l'histoire, des trahisons, des innocents tués, et les plans de Dick Tracy ou des méchants ne se passaient pas toujours comme prévu, avec parfois des événements qui sortaient un petit peu nulle part. Pour l'époque, c'était assez révolutionnaire et ça a contribué à sa popularité et à sa modernité. À son prime, c'était tellement populaire que c'était parodié partout. À la radio, à la télé et même les Looney Tunes. Il y a même eu une série de films Dick Tracy de 1945 à 1947, c'est dire à quel point le personnage était vendeur. Au fil du temps, Dick Tracy a baissé en popularité et aujourd'hui c'est presque tombé dans l'oubli. Le côté goofy a laissé place aux comics plus sombres de Marvel et DC qu'on connaît tous. Mais du coup on peut se poser la question, c'est quoi ça ? Et pourquoi ça existe ? Et pour répondre à ces questions, on va parler de la production du film et de ses aspects les plus importants, et on va commencer par lui. Warren Beatty, une légende du cinéma, Bonnie and Clyde, McCabe and Mrs. Miller. On va pas résumer toute sa carrière, il y a évidemment beaucoup trop de trucs à dire. On peut au moins citer ce qu'il a réalisé. Le ciel peut attendre en 1978, Reds en 1981, Bullworth en 1998, l'exception à la règle en 2016 et donc Dick Tracy en 1990. Il a produit tous les films qu'il a réalisés et même la plupart des films dans lesquels il a joué. Le hook est appliqué. Mais comment on en arrive à Dick Tracy du coup ? Au début des années 80, non, John Landis, réalisateur de Ça ou encore Ça, avait déjà envie de faire un film sur le détective en trench coat jaune et avait engagé les scénaristes Jim Cash et Jack Epps Jr. qui par la suite ont écrit Top Gun. Ils sont même devenus très engagés dans leur script qui a beaucoup évolué avec les changements de réalisateurs. Ouais, Landis a été remplacé par Walter Hill, réalisateur de 48 heures, et le studio voulait Warren dans le costume. Et après des disputes avec Walter Hill, c'est bien Warren Beatty qui sera le réalisateur et Disney qui produira le film. Ok, super, mais ça parle de quoi ? Le film raconte l'histoire de Dick Tracy, détective réputé qui rencontre un orphelin et le prend sous son aile. Et en même temps, il mène une enquête visée à arrêter Big Boy Caprice, joué par Al Pacino, boss de la mafia locale. Problème de mariage, liaison tumultueuse avec Breathless, joué par Madonna, Dick Tracy se dépatouille comme il peut pour stopper les magouilles de Big Boy. Bon, pas facile à résumer, mais c'est ça le giste. Première chose, et pas des moindres, Dick Tracy a un style visuel atypique. Une palette de couleurs vibrantes et flashy, autant dans les décors peints à la main que sur les personnages, ça dégouline de vivacité et d'énergie et ça crée une identité unique, reconnaissable entre mille, avec en plus les ombres profondes et évocatrices du film noir dont on avait parlé avant, et l'architecture gothique du Batman de Tim Burton. Retenez ce film, c'est hyper important. Le film est en fait une gigantesque BD, les plans ressemblent à des cases de strip, le maquillage transforme les acteurs dans la même apparence grotesque et surréaliste que leurs personnages, on se rappelle de Cortex. Les costumes sont extravagants et classe, Dick Tracy joue le jeu du film de comics à fond les ballons et rend hommage à l'original, ajoutant une ambiance théâtrale et grandiose. Mais ça s'arrête pas là, car à la bande son, on a Danny Elfman, connu pour ses nombreuses collaborations avec Tim Burton, dont notamment Batman, tiens, et Stephen Sondheim, une des figures les plus importantes de la scène musicale de Broadway du XXe siècle, qui a écrit pour la scène notamment West Side Story ou encore Sweetie Todd. Elfman s'occupe de la musique et Sondheim des chansons à texte, dont deux chantées par Madonna, More et Sooner or Later, la dernière allant même jusqu'à gagner l'Oscar de la meilleure chanson originale. Propre. Et alors mes amis, le casting. Déjà Al Pacino, Madonna c'est pas rien, mais en plus, Dustin Hoffman, James Caan, Kathy Bates, Catherine O'Hara et Dick Van Dyke. Putain mais... Bon stop, je suis obligé de faire un aparté sur Dick Van Dyke. Animateur à la radio, comédien à Broadway, il a aussi fait du cinéma et a joué dans Mary Poppins ou La Nuit au musée, le mec a absolument tout fait.
Et surtout, il a connu ses plus gros succès à la télé. Évidemment, il faut citer le Dick Van Dyke Show, une des sitcoms les plus populaires des années 60, qui a récolté moult récompenses. Quand ton nom est dans le titre, on peut parler de succès, je pense. Et d'autres apparitions, Columbo, Golden Girls, wesh, etc. Ce mec est toujours vivant, a plus de 60 ans de carrière, et il y a un moment dans sa vie où il a joué un procureur dans un film de comics où les gangsters s'habillent comme dans Miami Vice. Est-ce que la vie est pas fantastique parfois ? Enfin bref. Également la présence de John Moshita Jr. qui fait la voix d'un des mecs à la radio qu'on peut voir dans le film, que vous connaissez peut-être de cette vidéo. Well, when I was 12 years old growing up on Long Island, there was a cerebral palsy fair a few blocks away from my house, and they announced that they would donate $2,000 to cerebral palsy for anyone that broke a Guinness record. So at first I wanted to ride the roller coaster at Coney Island, so I called Coney Island, and they said, hey kid, take a hike at 12 years old, we're not going to let you strap yourself into the cyclone for 2 weeks straight. So I went home and I started flipping through the book and decided I wasn't going to eat a car or swallow lead pipes, so the next best thing was to lock myself in a room and teach myself how to do the fast talking. On n'oublie pas la présence de Vittorio Storaro, le directeur de la photographie, celui qui s'occupe de la caméra et des lumières en gros, qui a filmé Apocalypse Now et Le Dernier Empereur, et qui avait déjà bossé avec Warren sur Reds. D'ailleurs, qui c'est qui va retourner à l'international pendant la sortie du film? Mais oui, c'est Momo, c'est Madonna. La tournée Blonde Ambition de Madonna qui fait un carton monstre se permet quelques références au film, et la queen de la pop sort même une bande-son du film qui contient les chansons de Sondheim et le single Vogue, tube interplanétaire qui popularise le voguing, style de danse venant tout droit des clubs gays de New York. Le film sort en 1990 et empoche 162 millions de dollars au box-office à l'international, pour un budget de 46 millions. Un succès modéré, mais pas celui sur lequel Disney comptait. Mais pourquoi le film n'a pas aussi bien marché que prévu? Mais avant, petite pause café. Salut José, ça va? Allez, on voit la suite. Donc on a parlé de la BD qui est à l'origine du personnage, du film de 1990, et maintenant... Avec un budget sacrément gonflé, un cast bourré de stars, une paire de musiciens hors pair et pour être honnête, un film assez violent, il est normal que Disney ait voulu rentabiliser son investissement. D'abord avec Madonna et sa tournée, mais aussi avec une campagne publicitaire vénère. Des collaborations avec McDonald's, des jouets, des rediffusions à la télé, du merchandising dans tous les sens, la souris a poussé les potards à fond. Mais comme on a pu le voir, ça n'a pas marché. Et on se demande pourquoi finalement, le film avait tout pour réussir. Pas vrai? Vous vous souvenez de quand je vous ai dit ça? Et l'architecture gothique du Batman de Tim Burton. En fait, à sa sortie en 1989, Batman a été un énorme succès et a ouvert la porte pour les films de comics. Les studios ont commencé à prendre le genre au sérieux et donc quand Warren Beatty est arrivé avec son idée là, Disney a vu le prochain Batman et a tout fait pour que le film soit une réussite. En vain. Toujours est-il que le bid s'explique assez facilement. Déjà entre Dick Tracy et Batman, la cote de popularité est pas du tout la même, et l'univers de Batman est beaucoup plus moderne, donc plus facile à vendre à un large public. Et même si Dick Tracy impressionne par son style visuel, il faut quand même dire que le scénario est pas fameux, c'est pas très ambitieux, et la relation entre certains personnages est beaucoup trop fine. Du côté des acteurs, c'est très standard, à part Al Pacino qui sort sa meilleure imitation d'Al Capone foncé au glucose, mais honnêtement, Warren Beatty est franchement fade et pas très intéressant, soit en sous-jeu, soit avec le tonus d'un cadavre. Le film est pas parfait, loin de là. Mais du coup, vu que ça a floppé au box-office, Disney n'a pas garanti de suite. Et depuis, on n'a rien eu de nouveau dans la licence Dick Tracy au cinéma. Et ça, c'est à cause de lui. En fait, Warren Beatty a tout fait pour garder les droits de la licence au point de réaliser des téléfilms sur le personnage ou même des interviews où il interprète Dick Tracy. En gros, il était obligé quoi. Du coup, il continue à monopoliser les droits en espérant pouvoir faire une suite à son film, en vain. Et personne ne peut toucher la licence Dick Tracy. Une bonne grosse impasse. Mais du coup, les autres films de comics, c'est comment? Malgré le succès de Batman dans les années 90, les films de comics n'étaient pas aussi bien vus qu'à notre époque. On a eu Batman Returns en 92, The Crow en 94, ou Blade en 98, dans la catégorie bien. Et on a aussi Spawn en 97, les Batman de Schumacher, ou Captain America en 90, dans la catégorie... Entre The Mask, Darkman ou Judge Dredd, il y avait de la variété, mais le manque de succès au box-office a fait que les studios ont commencé à montrer moins d'intérêt dans ce genre de film, donc forcément le budget est réduit, et du coup on se retrouve avec des étrons cosmiques qui salissent la réputation du film de comics et qui repoussent le public. Par la suite, dans les années 2000 et 2010, Marvel a remonté la balance avec la trilogie Spider-Man, Iron Man et évidemment la licence Avengers, et a transformé le film de comics en véritable blockbuster qui attire les foules, et grâce à tout ça, des films comme Dick Tracy ont eu une seconde chance, et sont aujourd'hui appréciés à leur juste valeur. Donc même si Dick Tracy n'a pas marché à l'époque, aujourd'hui il a développé un statut culte qui est franchement plus que mérité. Et pour conclure, je laisse la parole à Bob Ross. We don't make mistakes. We have happy accidents. And now, folks, it's time to say goodnight.